Et tout le monde va se connecter. Bonjour à toutes et à tous. Très content de vous accueillir ce soir dans ce webinaire Si Legals avec un invité de marque qui est Thierry Petit. Bonsoir Thierry et merci d'être Bonsoir. là avec nous. Merci. Donc, comme d'habitude, vous le savez sur les webinaires Si Legals, l'idée c'est d'avoir une parole assez libérée. Ouais, d'ailleurs, ce que tu me disais Thierry avant de commencer ce call et de pouvoir partager un maximum d'expériences et de conseils. Et pour ça, avoir un entrepreneur qui a une très forte expérience à la fois en tant qu'entrepreneur mais également en tant que business angel. On va y revenir sur la présentation. Je te laisserai te présenter aussi en deux mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais bon, je pense que beaucoup te connaissent grâce notamment avec la réussite de Showroom Privé, mais pas que. Il y a eu d'autres expériences. Je vais y revenir. Et ce soir, donc c'est un format un petit peu particulier parce que l'idée, c'est de pouvoir parler à la fois de tout ce qui est lancement de start-up, qui est rencontrer des cofondateurs, de pouvoir construire une start-up et un projet qui a vocation à avoir une logique pérenne dans le temps, avoir des unités économiques hyper rationnelles, mais aussi de pouvoir bénéficier du coup des conseils de Thierry sur la partie également en termes d'investissement. C'est un investisseur qui investit depuis plus de 15 ans maintenant, d'avoir des retours pragmatiques concrets. C'est le but de ce webinaire et d'avoir le retour d'expérience de Thierry. Posez vos questions. Salut Stéphanie, donc sur le chat évidemment. Bonsoir tout le monde. On peut directement dialoguer ensemble. On prendra toutes les questions à la fin. On va se réserver 5-10 minutes. On va discuter ensemble avec Thierry pendant une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les. On pourra les prendre à la volée si c'est pertinent par rapport à tout ce qu'on peut se dire. Et je vais présenter aussi Seedlegal en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Seedlegal, c'est une société anglaise qui s'est lancée en 2016. On a vocation à vous accompagner sur toutes vos opérations sur le capital. On s'est lancé en France en 2020. C'est une plateforme SaaS qui vous aide sur les opérations type levée de fonds, donc financement, que ce soit aussi sur le partage du capital et le suivi de votre actionnariat. On a 50 000 startups et investisseurs sur la plateforme et en France, on a accompagné plus de 600 startups. Et moi, je suis Florent Artaud, je suis le country manager France de Sea Legals et quel plaisir ce soir d'échanger avec toi, Thierry. Salut Thierry encore et merci de ton temps et de ta présence. Pour te présenter en deux mots, tu as créé ta première startup à l'âge de 26 ans, que tu as revendue ensuite à la filiale du groupe Arnaud pour plusieurs millions d'euros. Tu as ensuite fait un break, il me semble, de ce que j'avais vu pendant un petit peu de temps, 2 ans, je crois que c'était, avant de rencontrer David Dayan et de lancer Showroom Privé, que tu as mené à un IPO, c'était en 2016, et que tu as quitté ensuite en 2021. Euh, pour te présenter peut-être en deux mots maintenant de ton côté. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base, télécom, et j'ai eu la chance d'être un peu au début de l'Internet en France. Donc, dans les années, j'ai fait mes études, j'ai fini en 98, 99, 98. Et c'était l'arrivée d'Internet. Donc, à l'époque, effectivement, Internet était plutôt drivé par l'informatique, la sécurité, etc. Donc, ma culture télécom m'a permis de comprendre ces enjeux-là. Et en même temps, j'ai toujours aimé le business et le marketing. Et c'était le début un peu 98 où les directions marketing commençaient à se dire, bah, tiens, c'est un média, on peut en faire quelque chose, on peut vendre du produit. Enfin, et comme j'aimais bien le business, je suis rentré un peu sur ces sujets. Cette compétence technique et cette sensibilité, on va dire, marketing. Et puis, je voyais, donc j'ai fait un stage, c'est le seul entretien d'embauche que j'ai passé de ma vie. J'ai fait un stage dans une petite SS2I à l'époque. Et j'ai très vite pris la direction d'un département Internet. Mais en fait, je dis ça, mais en fait, au début, il n'y avait rien, hein. Je faisais des CD-ROM à l'époque. C'était ça mon stage, qui était le principal média. Et puis, je voyais de plus en plus passer les projets arriver. J'entendais parler de choses qui se passaient aux US. Et je me suis dit, mais c'est quand même juste pas possible. Il est en train de se passer un truc. C'était tout début des fonds d'investissement dédiés à la tech, parce qu'il y en avait avant dans l'infrastructure et tout, mais c'était des sujets complètement nouveaux. Et quelque part, ce qui était intéressant, c'est qu'à cette époque, tout le monde était à égalité, quoi. Quelqu'un qui n'avait pas d'expérience ou quelqu'un qui sortait d'école, on était égaux. Et même encore, nous, on avait eu accès dans nos écoles à des ressources techniques et puis cette évangélisation un peu à ce qui se passait ailleurs qui nous donnait un petit temps d'avance. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances, en gros. Et puis là, moi, j'ai voulu créer une boîte, on n'avait pas d'idée, et avec un associé, avec mon copain d'enfance, on a créé, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. On a été surfé pendant presque un été sur tous les sites américains en se disant, mais c'est sûr que de toute façon, ils ont 3 années d'avance et donc il faut voir ce qui se passe là-bas. Et on est tombé sur le concept de comparateur de prix. À l'époque, c'était un site qui s'appelait MySimon.
Et on s'est dit, ouais, mais c'est juste complètement génial. On peut comparer les prix, c'est dingue. Ça n'existait pas en France ni en Europe. Et on s'est dit, on va faire ça. Et pour ça, moi, j'ai débauché quelqu'un de la boîte dans laquelle j'étais. On s'est associés chacun 30-30-30 pour pas qu'il y ait de problème. Et puis, on a lancé toutbeau.com, qui a été un succès très rapide, puisqu'en 1 an et demi, on a créé la boîte, on l'a financé, on était un premier investissement. À l'époque, c'était 10 millions de francs en fin 99. Et puis, on l'a vendu très vite en juillet 2000, pardon, avec effectivement le groupe Arnaud via sa filiale qui était Liberty Surf. Enfin, ils avaient investi dans un fonds qui était EuropaWeb qui détenait Liberty Surf. À l'époque, Liberty Surf était un des plus beaux projets de l'Internet. L'idée était d'avoir un fournisseur d'accès, puis ensuite d'avoir une galaxie de sites de contenu et du coup de monétiser tout ça. Ils voulaient une entrée sur l'e-commerce sans forcément prendre le risque de tout ce que ça représentait. Ils se sont dit un comparateur de prix, c'est la bonne porte d'entrée et on va prendre de meilleurs produits. Et en l'occurrence, à cette époque, on était 34. Il y avait, pour ceux qui connaissent Buy Central, il y avait quelques coûts, bien sûr, mais eux ont estimé qu'il fallait travailler sur le meilleur produit. Et le meilleur produit, à l'époque, c'était tout beau parce qu'on l'avait fait comme des ingénieurs, donc il était vraiment très bien foutu. On vendait rien, mais par contre, c'était un très bon produit. Et Liberty Surf a pris le pari en disant, on va le prendre, on va l'intégrer à nos services, ça fera du service pour nos membres, et en plus, on va monétiser ça avec une offre de publicité classique. Voilà pour le début de l'histoire. C'est une super histoire. Et la première question qui me vient, c'est comment, avec ta formation d'ingénieur, tu peux dire, bah, ça m'intéresse le marketing et te dire, bah, voilà, tu peux arriver à agréger ces connaissances en apprenant peut-être sur le tard, parce que tu n'as pas tout Ouais. de suite été amené à travailler dans le département marketing de telle ou telle société. Donc, comment et quels conseils tu te donnerais à des entrepreneurs justement qui suivent une école, soit d'ingénieur ou même une autre école, pour se former sur des skills, ou en tout cas des compétences qu'ils n'ont pas encore. Ouais, alors moi, je suis venu un peu. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon école, en gros, moi, j'ai choisi ingénieur télécom. Pourquoi? Parce que ça va paraître bizarre, mais c'est la seule école que j'avais à Paris. Mes potes étaient à Paris. Donc, du coup, j'ai pris l'école qui était à Paris. Mais ça aurait pu être C'est le choix admettons, du cœur et des un peu amis. n'importe quoi, mais c'est comme ça. Bon, et c'est un peu la chance. Et quand je suis arrivé dans cette école, en fait, je me suis dit, oulala, mais je me suis gouré parce que les réseaux TCP, tout ça, moi, Bah ça ouais, ne m'intéresse pas, quoi. C'était pas des trucs en termes de recherche et tout. Mais par contre, j'ai découvert effectivement tous les usages qui étaient faits, notamment aux US. Moi, je me suis sensibilisé à ça et j'ai tout de suite eu un fit avec, oui, c'est quoi un site web, comment on peut présenter une entreprise dessus, comment on peut vendre, comment on recrute des clients. Enfin, c'était très embryonnaire, mais ça m'intéressait et j'ai eu la chance de faire d'ailleurs dans la petite SS2I dans laquelle je suis pas resté très longtemps, un projet pour L'Oréal et d'accord. de découvrir des gens à cette époque qui étaient assez précurseurs dans l'usage qu'ils pouvaient faire de ces médias. Et voilà. Et du coup, voilà. Et puis moi, en fait, je me suis rendu compte tardivement dans mon école que ce qui m'intéressait, c'était pas la technique, mais c'était faire des business, C'est l'application concrète parler de. marketing, c'est les applications, voilà, exactement. Donc ça, c'est après, je l'ai pas. Tout ça, c'est un concours de circonstances en gros, hein, mais comme Bien sûr, mais souvent. c'est souvent ça, hein, Ouais, bien exactement. sûr. Et Ouais, d'ailleurs, il y a le point dont tu parles qui est de s'inspirer effectivement des projets aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait marcher toujours dans un monde globalisé comme le nôtre? Est-ce qu'on a toujours un temps de retard par rapport au marché américain? Je pense que oui, quand même, sur ouais. certains aspects. Euh, Est-ce que ça Bah, pourrait, parce que ça a fait le fonds de commerce notamment, c'est un fonds d'investissement, c'est Rocket Internet, hein, qui avait pris cette ouais. logique de s'inspirer de ce qui se faisait aux États-Unis et après d'implanter ça, que ce soit en Europe ou dans d'autres marchés, pour répliquer des modèles qui pouvaient Euh, fonctionner. ouais, en fait, de façon basique, je pense qu'on peut, surtout l'idée derrière, c'est qu'on peut être entrepreneur sans avoir l'idée de génie. C'est-à-dire, on se dit toujours l'entrepreneur, c'est celui qui va se réveiller, qui va avoir un problème, qui va. Non, l'entrepreneur, ça peut être aussi quelqu'un qui voit quelque chose, qui dit, bah tiens, on pourrait le faire autrement, mieux, etc. Et qui peut être moi, je me considère plus comme un bon exécutant qui sait mettre en dynamique des gens de sensibilités différentes, des techniciens, des commerciaux, des ingénieurs, des financiers. J'adore penser produit, mais j'adore aussi imaginer c'est quoi ma cible, comment je la touche et comment je finance tout ça et comment je recrute. Enfin, comment dirais-je? C'est ça, voilà. J'ai pas l'idée du siècle. J'ai jamais créé de boîte en me disant j'ai l'idée du siècle. Il y en a qui sont comme ça. Mais donc ça, c'est un premier point. Ça, on n'est pas obligé d'avoir une super idée pour lancer une boîte. Et ensuite, l'avance sur les US, évidemment qu'il y a une avance qui est encore très forte, mais c'est une avance qui est liée aussi au fait que le marché est tellement énorme que les choses prennent plus vite.
Maintenant, je pense que c'est quand même plus dur qu'à mon époque parce que c'est beaucoup plus facile de partir maintenant quand on est jeune. Et je crois que notre audience est jeune, dans la vallée, aux US ou en Asie, et puis se lancer sur des trucs. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui à notre époque étaient vraiment très dures. Je pense que il y a encore une avance, mais elle est plus, à mon sens, elle me semble plus accessible, en tout cas. En tout cas, et puis on n'est pas obligé. Je pense que maintenant aussi, je pense que notamment nos écoles ou nos entrepreneurs sont beaucoup plus globaux. Et du coup, il y a de plus en plus de boîtes qui commencent déjà aux US ou autres, enfin, qui sont pas dans ce truc, je ramène en France un concept, etc. Même si, voilà, il y a encore des choses. Enfin, on voit des projets, un Encore Store, c'est inspiré de faire. Enfin, voilà, il y a toujours un Alan, il y a l'équivalent aux US. Enfin, on peut retrouver dans tous les trucs des inspirations américaines. Et, et- et Voilà, là- ça marche encore. Et justement, sur ce point, c'était une discussion que j'avais pu avoir avec un fonds d'investissement qui était, on a un défaut aussi en France, c'est qu'on a un marché pas suffisamment petit pour se lancer quand on est entrepreneur tout de suite à l'international et avoir cette logique de viser un marché assez global et suffisamment en fait donc grand pour pouvoir se dire on va d'abord commencer par le marché français, ce qui peut ensuite nous bloquer une fois qu'on s'est lancé au marché français et difficilement ensuite le répliquer, en tout cas l'ouvrir à des aspects plus internationaux. Je digresse un petit peu sur cet angle-là Ouais, du marché français. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ça. ouais. Moi, je pense qu'effectivement, il y a cette question du marché où parfois on peut se contenter du marché français sur certains métiers. Showroom, c'était une boîte qui faisait presque 600 millions de chiffre d'affaires sur la France. Doctolib est quasi exclusivement en France. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aussi faire de belles boîtes en France. Maintenant, maintenant, il est clair que c'est toujours mieux d'avoir un marché plus large et de pouvoir se dire que le marché est large. Mais encore une fois, ça dépend de la sensibilité de tous les entrepreneurs. On n'est pas obligé, quand on entreprend, de dire tout de suite on crée une licorne. On peut aussi très bien créer une PME, une ETI géniale, prendre du plaisir parce que c'est son objet, c'est sa vie et c'est son développement. Moi, je pense que ce qui est avant toute chose importante, c'est l'épanouissement. Si l'épanouissement, ça passe par vouloir créer effectivement une licorne, un truc de toucher, et ça peut être le cas, un nombre de gens incroyable sur Terre pour faire de l'impact, bah, du coup, oui, il vaut mieux penser global. Maintenant, si son objectif, c'est d'entreprendre parce que c'est la liberté absolue en termes de choix de vie, on peut se satisfaire aussi du marché. Je pense pas qu'il y ait de. Hmm. C'est vraiment plein de sensibilité. Voilà. Ouais. Il C'est n'y a pas de simplement, vérité absolue, je comprends. je pense que c'est rendu plus facile maintenant. Être global, à mon sens, c'est rendu plus facile parce que déjà, il y a les moyens, parce que je pense qu'il y a des entrepreneurs français qui ont passé ce cap de faire un truc global. Donc, ça crée quand même des effets d'entraînement, des modèles. Parce que je pense aussi, maintenant, moi, je ne reçois plus un deck qui soit en français. Ça n'existe plus. Tous les decks sont en anglais. Donc, il y a tout un tas de choses qui rendent le truc plus facile. Voilà, qu'à mon époque où j'ai créé ma première boîte. C'est la maturité du marché, effectivement, avec l'inspiration des pratiques. Et comme tu l'as dit, donc effectivement, être entrepreneur, c'est pas forcément être celui qui a l'idée du siècle ou, et qui a, bah, comme tu le dis et comme tu l'incarnes, hein, une personne qui est pragmatique, qui sait appliquer, qui sait exécuter. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des idées de génie, mais qui ne pourraient pas être entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'exécution. Euh, et, euh, et donc ça, c'est un point assez important. Et pour l'autre question, parce que tu en as parlé sur Showroom Privé, effectivement, c'est une société Ouais, qui a réalisé plusieurs centaines de millions d'euros sur le chiffre d'affaires. Si on revient à la genèse de ouais. la création de Showroom Privé, avec la rencontre que tu as eue avec David Dayan, est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu? Parce que donc, si on reprend un peu le fil, c'est donc tu as vendu tout beau à la filiale. Ensuite, tu as fait un break, c'est ça, où t'as coupé un petit Ouais, peu. j'ai fait un grand break de kiff de la vie et dont un tour du monde de 2 ans. Et effectivement, en rentrant de voyage, je voulais entreprendre de nouveau. On avait passé les mauvaises années 2006-2008, enfin, non, pardon, je dis n'importe quoi, 2004-2006. Mhm. Voilà, les choses se cherchaient, etc. Et quand je suis revenu, moi, j'avais beaucoup d'énergie. Pareil, pas d'idée. Et là, j'ai été voir des fonds d'investissement de la place que je connaissais en leur disant, bah, moi, j'ai envie de recréer une boîte, j'ai l'énergie, mais j'ai aucune idée. Donc, on m'a ramené plusieurs projets, dont un qui était celui de David, Mhm. qui lui était déstockeur de métier, donc qui avait créé le métier du déstockage dans les années 90, en même temps que Jacques-Antoine Grandjean. C'était les concurrents. Ils étaient concurrents dans le monde physique. Donc, le métier consiste à arracher les stocks d'invendus à des marques physiques et à les vendre à des solderies. Donc, comme on en a encore même partout dans les Bien rues sûr. à Paris. Et
et Jacques-Antoine, en 2000, a créé Vente Privée en se disant, bah, il faut vendre directement aux clients parce que le risque, finalement, c'est que ces solderies deviennent très grosses et achètent directement aux marques. Et donc, moi, je n'existe plus en tant qu'intermédiaire. Et il l'a fait en allant en ligne. David lui a pas suivi à cette époque. On se rencontre en 2006. Il me dit, écoute, moi, j'ai un petit business, une petite dizaine de millions d'euros. Je sais acheter de façon précise les vêtements. J'ai les contacts, j'ai mon réseau. Je sais aussi arriver à mesurer les prix de vente. Voilà, je suis très intuitif, mais mon métier est en train de disparaître parce que bah, la bonne marchandise est absorbée en ligne, par vente privée. Pourquoi? Parce que c'est plus valorisant pour une marque d'être vendu en ligne. C'est un temps Mm. limité, le produit est bien présenté, on lui redonne vie. Et moi, mon métier est en train de disparaître. Mais c'est dommage, parce que je pense que il y a quelque chose, mais je recherche du coup quelqu'un qui puisse m'aider à l'associer, bah, à le rendre en ligne, quoi. Et on s'est vraiment rencontrés comme ça. Et moi, je me suis dit, parmi les projets que j'avais, ah tiens, c'est marrant parce qu'en gros, effectivement, après, j'ai creusé un peu avec mon. Bien Moi, sûr. je suis pour le coup très rationnel, donc j'ai creusé, mais waouh, c'est vrai que c'est quand même un marché gigantesque. On parle des invendus de marque. Les invendus de marque, chaque marque a entre 5 et 10% d'invendus par année. Donc, c'est des marchés qui chiffrent en milliards. Et je me suis dit, finalement, David a exactement enfin, les compétences complémentaires aux miennes. Il est intuitif, il a ce réseau, il connaît les marques, il connaît le monde de la solde. Et je pense qu'à deux, ça peut être une aventure marrante. Et donc, on s'est associés tous les deux et on a créé Showroom. Et puis, en 2006, on s'est dit OK en mai, hein, enfin en juin, moi je suis revenu de voyage en mai. On s'est dit OK, on s'est rencontrés en juin, on a dû se dire OK en juillet. Moi, j'ai bossé 3 mois pour créer le site, trouver les équipes, monter la logistique, réfléchir à comment on allait financer les BP et tout. Puis on s'est lancé en octobre. Et La ça, première justement, année. sur ce point, comment Ouais, et quels seraient tes conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent et pour définir un petit peu, peut-être pas le marche, ouais. playbook, mais voilà, vous partez, vous rencontrez, donc il y a un potentiel super. Tu as un cofondateur qui est très complémentaire vis-à-vis de toi, avec son expertise métier, son réseau. Toi, tu as tout le process sur comment mettre en place justement un plan qui peut fonctionner et comment tu t'y prends, que ce soit le recrutement, que ce soit même avant ça, toute cette Alors, on partie, parce avait, qu'on ne sait pas trop par où commencer. ouais, bah, bon, il y avait une forme de logique. Je me suis dit, voilà, à quoi doit ressembler le site? Bon, bah, ça doit ressembler à ça. Donc, je parle du produit et du consommateur. Maintenant, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut derrière? Bah, il faut un back-office, il faut une logistique pour trier les lots de marchandises, il faut une logistique pour livrer les clients. C'est quoi mon client? Donc là, je fais des études market. Voilà, femme de 25-49, comment je la touche, qu'est-ce qu'elle fait, comment je la recrute, à combien. Après, sur un business plan, en parlant à David, c'est quoi les lots de marchandises que tu as, combien de pièces, à combien tu les achètes, à combien tu les vends. En sol, je me dis que je vais vendre à peu près mieux qu'une solderie. Donc voilà, je fais des modèles. Je regarde un peu comment on scale tout ça. Et puis au démarrage, on commence tout petit, hein. Ouais, bien sûr, J'ai recruté une personne un peu touche à tout, service client, etc. Un junior qui faisait la logistique, mais de façon basique, hein. Les produits étaient vraiment dans une pièce, quoi, sur une bien sûr, étagère, hein. Et puis après, au fur et à mesure, on fait peut-être 10 commandes par jour, 100, 1000, jusqu'à les dernières années, on pouvait faire jusqu'à 400 ou 500 000 commandes par jour. Donc, mais ça ne se fait pas tout de suite. Donc, en gros, on apprend 10 à 100, on se dit, bon, bah, comment on réfléchit toujours, comment on fait, est-ce qu'on automatise, est-ce qu'on sous-traite, quel type de truc. Donc, si on sous-traite, quels sont les différents prestataires, à quel prix, quelle est leur qualité de service. Enfin, c'est très pragmatique, en fait, hein, tout ça. C'est vraiment. Il y a pas au début, on s'est pas dit avec David au début, on va faire un truc qui va faire à la fin, ça faisait 1 milliard. Quand je suis parti, on va pas faire un truc qui fait 1 milliard. Tout de suite, on s'est juste dit, ah bah tiens, c'est marrant. Puis en plus, on se marrait bien. Le truc qui était vraiment, je trouve important, c'est qu'il y avait tellement de sujets qu'il fallait vraiment quelqu'un, il fallait qu'on soit deux. Je pense que mm, jamais j'aurais pu le faire seul. David n'aurait jamais pu le faire seul. D'ailleurs, il a essayé pendant 6 ans. Parce que c'est des compétences très différentes. Et qu'à un moment donné, il faut se faire confiance. Et que David prenait, lui, tout le business, les marques, avoir les marques, choper les bons prix, etc. Organiser aussi tout ce qui était un peu logistique amont de la part de son ancien métier. Moi, je prenais tout le reste, et logistique aval inclus, vers le consommateur. Marketing, financement, site, techno et tout, et produits. Donc, du coup, puis après, on s'est structuré. Mais globalement, par contre, au début, on s'est vraiment fait confiance, lui ramener des bonnes marques. Et puis, donc moi, je ne posais pas la question si la marque était bonne, si elle était bien achetée et tout. Et à l'inverse,
Lui me disait pas pourquoi tu fais Google, pourquoi tu as Bien recruté. sûr. Ça, c'était essentiel, sinon on n'aurait pas pu aller aussi vite. Et ça s'est fait comme ça d'ailleurs tout le temps. Pendant 15 ans, ça s'est fait Ouais, comme ça, ça. c'est génial. Mais quels seraient tes conseils sur ça pour trouver une personne qui a ses complémentarités? C'est Il dur, n'y a, il y a hein? pas de recette secrète, hein, Il n'y a évidemment, pas de mais recette c'est parce de que la nous, chance. c'était de la chance et une rencontre et une volonté. Alors, Exactement. on avait quand même, on était très différents dans nos compétences, mais on a toujours eu une façon de voir l'entreprise pareille. Pour nous, une entreprise, c'est quelque chose qui gagnait de l'argent. Pour nous, une entreprise, c'était un travail au temps long. Pour nous, une entreprise, c'était, il fallait, on a mis du bon sens partout dans la gestion. C'est-à-dire qu'on, sur privé.com, on n'a jamais levé d'argent. Ça paraît dingue, mais on n'a jamais levé d'argent. Oui, Et c'est un point dont on parlera aussi, ça. quand on voyait des gens lever plein d'argent, être très sollicités dans les médias et tout, on se dit, mais on ne comprend pas ce truc parce qu'au fond, parce qu'ils font beaucoup moins de chiffres que nous on n'est pas connus, etc. Alors, en soi, à la fin, c'est un problème, mais c'est pas c'est parce qu'on faisait tout de façon très pragmatique. Au début, on n'était pas, par exemple, obligé de payer Google tout de suite, on payait à 80 jours, à 60 jours. Donc, comme on faisait les ventes conditionnelles, une vente conditionnelle, c'est-à-dire qu'on se mettait d'accord en accord avec la marque sur les quantités, on faisait la vente, et une fois qu'on avait fini la vente, donc encaisser l'argent des clients, on commandait que les produits commandés achetés par les clients, pardon, à la marque. Donc, en gros, en termes de Donc, BFR, stock, ouais, c'est et donc, c'est on a génial. pu se créer parce qu'on est dans le côté du bon FR, parce que marketingement, on pouvait payer, puis payer à 60 jours, ce qui est juste impensable. Et voilà, on l'a fait de façon intelligente. Mais du coup, ben, on n'avait pas investi dans la marque. À un moment donné, il fallait le faire. On avait un peu la main sur les freins. On a quand même créé une belle boîte jusqu'à 2010 avant d'entrer l'Axel. Mais voilà, on s'est dit, il faut quand même. Mais on l'a fait de façon très pragmatique. Et on avait donc, oui, je vais revenir à ça, c'est qu'on avait la même culture. Même si on était très différents, issus de formations, de milieux très différents, avec des compétences très différentes, on avait la même vision de l'entreprise. Ça, c'est Voilà. hyper important sur le long terme et c'est ce qui fait que ça Ouais, dure. Et là, deux choses qui sont très importantes que tu viens de dire. Donc, effectivement, cette même culture et la même vision et aussi une complémentarité sur pas se marcher dessus et se faire confiance. Ça, ouais, c'est vraiment, je pense, effectivement des bons points à garder en tête quand on va s'associer parce que quand on lance un projet qu'on est seul, évidemment, c'est très compliqué. Il y a même pas mal d'investisseurs qui se refusent à investir des entreprises dans lesquelles on est solo entrepreneur, ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité absolue non plus, hein. Mais effectivement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de complexe. Bon, tu as réussi à plusieurs titres, plusieurs fois, que ce soit avec ta première société, que ce soit avec Showroom Privé, mais ça reste quand même quelque chose de très complexe, très dur, et aussi, comme tu l'as dit, sur du long terme. Donc, il faut avoir de la ouais, résilience. ouais. Et puis, je trouve que c'est les aventures, en gros. Donc, en gros, je trouve ça un peu triste d'avoir une aventure tout seul. Je trouve ça génial de pouvoir partager, enfin, avec David ou mes associés de Toubo, bah, c'est génial de partager des trucs un peu dingues qu'on vit ou des mauvaises nouvelles. C'est quand même plus facile de les partager quand on est plusieurs que de se les prendre tout seul. Donc, voilà, en termes de sociabilisation du truc, c'est quand même plus sympa en fait d'être plusieurs, c'est tout. Enfin, ouais. Clairement. Et l'autre point dont tu as parlé, c'est effectivement que vous avez commencé à vous financer avec Showroom Privé, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le bootstrapping, hein, en bon français. Donc, en fait, on permet de pouvoir grandir avec la Ouais, croissance de ses revenus. Et en fait, le premier financement, on a peut-être tendance effectivement à l'oublier des fois, c'est ses clients, c'est le revenu qu'on peut générer, le chiffre d'affaires qu'on peut générer, pour ensuite réinvestir cet argent pour le développement, recruter, comme tu l'as expliqué avec Showroom Privé jusqu'à après, si tu veux passer peut-être à une vitesse supérieure, là, tu sollicites des investisseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là, ouais, ouais. Nous, on n'a jamais levé d'argent tout court, hein. tout Même court? après, Donc, même, ok, on a fait des opérations de cash out pour accès à les rentrées, mais, d'accord, mais, d'accord. Donc, euh, c'était du mais, mais pas, secondaire ou, ok, pas- ouais, ouais, ouais. C'était du secondaire parce qu'à la fin, on s'est dit, enfin bon, je vais revenir là-dessus, mais globalement, je ne sais pas si ce serait encore possible. Enfin, nous, on a eu la chance d'être à la fois sur un métier en termes de BFR qui était juste absolument fabuleux, parce qu'on oui. encaissait l'argent des clients sur les ventes conditionnelles avant de payer les marques, et on était encore à une époque au début où on pouvait payer Google, Facebook à l'époque Donc, comme tu n'existait disais, pas, avec 60 jours, ouais. 60 ou 90 jours avec Orange. Donc, Hmm. ce serait dur maintenant. Voilà. Donc, c'est quand même pour amorcer la pompe, c'est quand même plus simple. Donc, je ne sais pas si ça peut encore être possible maintenant. Alors, bootstrapper, par contre, dans l'esprit, à savoir, bah, nous, au début, on avait recruté des gens très jeunes, avec potentiel. On était stretch de partout. On était malin. Mais du coup, on était obligé d'être malin dans la logistique, dans le choix des gens.
dans la façon de penser le site. C'est-à-dire que du coup, comme on n'est pas des énormes équipes techniques, ben, moi, par exemple, dès le départ, quand on a créé Showroom, on a créé un truc international. Donc on a fait quelque chose dès jour 1, c'était internationalisable. Contrairement à des gens qui peuvent faire un premier site, puis après, qui vont devoir vivre un enfer dans l'adaptation de leur mode de paiement, enfin, de toutes les particularités locales. Alors que peut-être ça c'était l'expérience qu'on avait avant, on avait vraiment factorisé plein de choses Mhm. parce qu'on avait automatisé plein de process, parce qu'on ne voulait pas recruter, parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc ça a été plutôt très sain. C'est ça la partie pour moi bootstrapping, plus que l'économie, enfin le fait qu'il y ait le BFR et tout, ne serait pas réalisable. Et ça, je pense que ça peut encore s'appliquer tout le temps. Moi, ce que je vois malheureusement des fois dans des startups, c'est qu'elles ont trop vite des moyens et que très vite, elles embauchent, elles rationalisent peu leurs Leur investissements ou leurs modèle. embauches. Mhm. Elles vont vite balancer partout. Et enfin, moi, je dis toujours, à la fin, elles dépensent plein d'argent dans le loyer parce qu'elles veulent absolument être dans le 2 ou dans le bon quartier à 1000 du mètre. Débile, il y a des super plans dans le 19e, tout aussi bien à 300 du mètre à l'année. Elles vont recruter tout de suite deux seniors très structurants qui coûtent très cher, qui de toute façon vont arriver dans la boîte, vont vouloir des juniors. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, et ça, c'est un peu, quand on a beaucoup d'argent au départ, je trouve que ça fausse un peu le truc. C'est sûr que quand on lève dès le seed 5 ou 3 millions, je trouve que ça crée un biais. Alors, je ne veux pas non plus être critique là-dessus parce que je pense que sur certains modèles d'entreprise, il faut quand même avancer de l'argent parce que je pense que maintenant, tous les projets sont très complexes, il faut beaucoup de techno, enfin, il faut du dev, et il faut bien le financer avant d'avoir des revenus. Donc, ça, je conçois, mais je trouve qu'il parfois il manque un peu de pragmatisme et de bonne gestion d'une entreprise bootstrappée à certains entrepreneurs. Voilà. Ouais, c'est l'approche vraiment On s'est rationnelle. développé, voilà, on s'est développé comme ça et en 2010, Axel Partner, qui était à l'époque pas connu en Europe parce qu'il n'avait pas fait d'investissement, mais qui était le fonds qui avait découvert Facebook, hein, premier fonds de Facebook. Et ils venaient de s'installer à Londres. Et eux, ils avaient, contrairement à des fonds français qui sont parfois très opportunistes, eux étaient, comme les fonds d'ailleurs anglo-saxons, sont très structurés, ils ont des thèses d'investissement. Et dans ces thèses, ils vont screener hyper bien le marché. Ils ont des juniors qui font ça, ils se sont dit, bah voilà, dans cette thèse, nous, c'était du e-commerce. Ils sont dit, dans l'e-commerce, il y a un modèle qui est la vente événementielle dont on pense qu'il sera plus tard grand, potentiellement rentable, et dans lequel on est sûr qu'il y aura un deuxième acteur. Parce qu'un winner ne peut pas, enfin, le winner Ouais. takes all ne n'existera Le marché pas. est tellement gros Pour une que. raison que, ouais, et puis les marques ont besoin de choisir. D'accord. Les marques doivent avoir plusieurs acteurs. Si elles sont dans la main d'un seul, c'est jamais bon. Mhm. Et du coup, elles se sont dit, ben, on va chercher le deuxième. Il y avait Ampli qui était le premier. On va chercher le deuxième. Donc, ils ont screené tous les gens en Europe. Et ils sont venus chez nous et en disant, ben voilà, on pense que vous avez l'ADN pour ça, vous avez les chiffres. Alors, et eux, pour le coup, regardez les chiffres. À l'époque, on faisait 80 millions, on était rentable, on faisait une dizaine de millions d'EBITDA en 2010, 4 mois après le lancement. Et en gros, par contre, personne ne nous connaissait parce que pour le coup, encore une fois, on C'est s'était la marque développé dont tu parlais, ouais. Mhm. pas de médiatisation, pas de développement de marque. Voilà. Et Axel nous dit, bah voilà, on pense que c'est vous et on veut venir chez vous. Et on leur dit, bah oui, mais nous, on n'a pas besoin d'argent pour développer la boîte. Et c'est eux qui nous ont emmenés vers du cash out. Donc, bah, on vous rachète 30% des parts pour rentrer. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas avec David? Parce qu'on s'est dit, bah, ça permet de sécuriser tout ce qu'on a fait. Sûr. Ça permet peut-être de se sécuriser parce qu'on était quand même mouillé en termes de patrimoine perso. Et puis, ça permet de se dire, bon, bah, allez, maintenant, on va chercher la prochaine étape. Et puis le fait qu'il y ait Axel aussi, ça peut paraître con, mais ça nous a donné confiance parce qu'à l'époque, on était là, au Aubervilliers, à Saint-Denis, on ne parlait jamais de nous et on ne savait même pas si ce qu'on avait fait était bien en fait, hein, c'est con, mais Mhm. quand on regardait, bah, il y avait des 24 heures, des boîtes comme ça qui étaient. On se dit, mais putain, c'est quoi ce bordel? On fait des trucs mieux et en fait, personne ne le sait. Puis on n'est pas complètement tout compris à tout ça et on bossait beaucoup. Et Axel nous a donné confiance et on s'est dit, bah, tiens, un fonds anglo-saxon, le premier gros investissement qu'il faut en Europe. On était dans le même fonds en plus que Facebook. Donc, Ouais. on a été mis en contact très tôt avec Facebook quand ils sont lancés en Europe. Voilà, bon, il y avait plein de choses qui nous ont donné confiance. Puis on s'est dit, mais attends, si eux viennent, s'ils nous disent ça, c'est qu'on a peut-être un potentiel et on y va, quoi. Et c'est à partir, même si l'argent n'est pas allé dans la boîte, on s'est dit, là maintenant, il faut qu'on change de scale. Donc, il faut faire connaître la marque, il faut qu'on scale notre logistique, il faut qu'on appuie fortement là où le leader est pas bon, les délais de livraison. Là, on a lancé le 24 heures dans notre métier, hein. Il faut Mhm. qu'on lance l'international. Et c'est là où on a investi beaucoup plus, mais on avait les moyens de le faire. Et c'est là où, quelque part, on est passé en gros, de 2004 à 2006, de 2006 à 2010, de 0 à 80 millions. Et de 2010
Quand Axel est rentré à 2015, l'IPO 600 et quelques millions. Et là, aujourd'hui, on fait à peu près 1 milliard de volume d'affaires. Donc, l'énorme accélération, c'est à partir du moment où on s'est dit, on Ouais, on change de. change d'échelle. Ouais. Et sur cette partie, effectivement, changement d'échelle, et notamment qui a amené jusqu'à introduction en bourse, comment tu arrives, c'est quoi aussi sur, parce que beaucoup également ont du mal à gérer cette hypercroissance, parce que ça demande également énormément de maîtrise, ce soit peut-être l'aspect rationnel dont tu parlais, hein, il y a un lien où il faut rester pragmatique et en fait conscient de d'où on vient et de ce qu'on a pu faire et de garder peut-être cette clé de lecture. C'est quoi selon toi ce qui a fait Honnêtement, je ne sais pas, parce que la plupart des entrepreneurs qui passent par là l'ont pas connu avant. Donc, moi, j'avais jamais géré plus de 30 personnes et à la fin, on en gérait 1400. J'avais jamais géré des budgets comme ça. J'avais jamais géré autant de complexité internationale, de produits, de logistique. Bon, mais sauf que ça s'est pas fait en un jour. Ça s'est fait, moi, sur évidemment? 15 ans. Et donc, j'ai appris chaque année, chaque mois, chaque jour, j'apprenais. Après, il faut surtout recruter les bonnes personnes. Se dire que du coup, ces personnes vont faire mieux que vous. Apprendre de ces personnes aussi. Être toujours très curieux et très ouvert. Et puis, avoir plein de bon sens, en fait. Au fond, c'est beaucoup de bon sens. Et puis après, il y a des métiers qui sont très techniques. Donc là, au bout d'un moment, il faut des spécialistes. Quand, par exemple, la boîte se cote, il faut un directeur financier expert. Donc là, vous allez chercher quelqu'un qui l'a fait. Enfin, voilà, mais c'est du pragmatisme, mais simplement, c'est pas du jour au lendemain. Donc ça sert à rien au début de se dire qu'il faut tout ça. En fait, on voit au fil de l'eau quelque part. Et Ça, puis c'est on un bon apprend, puis point. on fait des conneries. Moi, le CFO, le bon CFO qu'on a recruté qui est toujours là, on en a recruté 4. On a fait des énormes conneries au début en se disant, ah, il faut un CFO très rigoureux. Au début, il nous a planté avec plein de process. Après, ah, il faut quelqu'un d'un peu plus ouvert au business. Il structurait pas assez la boîte. Trop ouvert, ouais. Ah, ça. Donc, non, mais enfin, ce que je vous dis, c'est un peu caricatural, mais en gros, on apprend de ces conneries. Ce qu'il faut, c'est par contre être capable de se dire, merde, j'ai fait une connerie, il faut qu'on change vite le truc et pas rester enfermé par son ego, par son truc, quoi. Donc, et puis le fait d'être à deux aussi, on se challenge en permanence, voilà, on prend les décisions à deux, mais on reconnaissait aussi avec David les erreurs à deux. On se dit merde, là on a déconné, voilà. Et c'est ça. Mais je pense qu'il y a pas de modèle et puis on apprend en marchant, hein. Clairement. Mais c'est la logique typique de l'entrepreneur, d'apprendre justement en faisant, comme tu l'as dit, une logique itérative, de se planter et de pas reproduire effectivement la même erreur. Mais ce que tu as aussi dit et qui est intéressant et qu'il faut souligner, c'est ça prend du temps. Et des fois, on a aussi tendance à vouloir peut-être aller trop vite et sauter des étapes. C'est peut-être aussi en lien avec, on en parlait sur bah, les financements, de vouloir lever beaucoup de fonds, alors qu'on a peut-être un modèle qui est, certes, avec l'attraction, avec des éléments qui permettent de se dire, on touche quelque chose ici d'intéressant sur le marché, mais de vouloir aller trop fort, trop vite. Et cette logique-là, justement, toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que la fameuse winner takes all, ça peut marcher sur certains marchés, certains modèles, mais il y a des biais et effectivement, Ouais, tu en parlais. je pense qu'il y a eu un effet d'emballement ces 4-5 dernières années qui, pour moi, atteint le paroxysme de la débilité, quoi. Mmh. Énormément de cash. Enfin, de toute façon, l'argent était gratuit. Donc, à partir de là, à partir du moment C'est où on ça, se dit, mais avec les c'est taux, négatif, on se dit, mais il y a quand même un problème dans ce monde. Plein d'argent gratuit, donc plein d'argent dans les fonds, parce que finalement, les actions rapportent pas grand-chose. Donc, les Coatue, les Tiger, les autres fonds qui sont à la base des fonds qui sont des hedge funds, donc qui raisonnent vraiment de façon probabiliste sur tout un tas de trucs, qui ne sont pas des fonds de VC ou de private equity qui vont quand même avoir une analyse forte du produit, du marché, des fondateurs, de la scalabilité, des sorties, des liquidités. C'est pas Axel, hein. Là, mmh, et donc, ces fonds-là, ou SoftBank, ces fonds-là ont pourri le marché. La plupart des licornes sont financées par ces acteurs. Ont pourri le marché avec cet argent facile où il fallait rentrer coûte que coûte, quelle que soit la valeur. Il faut penser big tout de suite. Il faut, ah ouais, tu as déjà fait 2 villes, mais vas-y, on s'en fout, on en fait 100 tout de suite. Non. Enfin, moi, je pense qu'il faut quand même du temps au temps. Alors peut-être plus vite que nous, ce qu'on a fait, mais au fond, quand je regarde maintenant toutes les licornes, moi, je pense qu'il en restera 10%, mais il en restera 2 ou 3, vraiment. Et ça va tout péter. Pourquoi? Parce que ça s'est fait trop vite sur des modèles parfois bâtards. Moi, je vois des fois des boîtes qui ont des marges contributives négatives. Donc, en gros, plus tu vends, plus tu perds. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais mmh. oui, mais non, mais quand on sera at scale, machin, c'est quoi at scale? Enfin, tu vois, donc. Et du coup, moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal parce que je trouve que c'est une forme d'anonymisation de l'argent.
où on ne se rend pas compte que quand même derrière, il y a des gens qui ont donné, il y a des gens qui ont apporté, et on s'en fout et on recrute et on fait un séminaire sur les valeurs à l'autre bout du monde. Alors, je ne parle pas d'empreinte carbone, mais on balance un avion avec 70 personnes et on fait. Je veux dire, à un moment donné, on est tombé sur la tête, quoi. On prend des locaux complètement déconnants à 1000 € du mètre. Je veux dire, à un moment donné, moi, je disais à tout le monde, et je paraissais toujours comme le vieux con de ce truc. Je me dis, mais c'est pas possible que. Mais on est tombé là-dedans. Donc, on est tombé dans la démesure, dans la connerie. Je pense qu'il restera peu de ça. Et on retourne dedans maintenant sur certains modèles, pour moi, d'intelligence artificielle. Alors après, effectivement, c'est des Far West. Donc là-dedans, il restera des très belles choses. Moi, je pense par exemple un Docto restera, un Doctolib, un Back Market restera, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de licornes qui restent. Parce que ce pas des licornes qui ont été construites sur des modèles sains et beaucoup trop rapidement. La plupart des belles boîtes ont déjà 10, 12, 15 ans, hein, 10, 12 ans. Voilà. Et donc, on su quand même avoir les pieds très forts avant d'engranger de l'argent et de se développer. Sur certaines, ça a été trop vite et je pense que voilà, des lucos, on le voit, bah, c'est des carnages aériens. Et, Et, euh, et- et ça, voilà. Je suis un peu critique, mais parce que je trouve que pendant ces périodes, personne n'a raisonné. Entrepreneurs, fonds d'investissement, écosystème même gouvernement, quand on fait des prix des 50 meilleures startups et qu'on regarde que les fonds levés, mais je me dis, mais, putain, on est débile. C'est-à-dire que c'est la course aux fonds levés. Moi, je recevais des decks, je recevais, on a levé ça, après on a levé ça, après on a levé ça. Et moi, je me demandais toujours, mais c'est génial, ton graphe de levée, mais tu as ton graphe de chiffre d'affaires ou nombre de membres. Ah bah non, on s'en fout. Je dis, comment tu peux t'en foutre? Il faut quand même réaliser dans ce qu'on a vécu ces 4-5 dernières années. On a vécu n'importe quoi. Je ne veux pas passer pour le vieux con, mais voilà. Il n'y a Mais pas là, de. c'est et c'est d'où l'importance et je suis très heureux de t'entendre dire ça parce que c'est aujourd'hui, bah voilà, on est passé de l'autre côté, si je peux dire, avec un contexte qui est quand même très différent de celui là, dont tu parles, et pour aussi une simple bonne raison, c'est que l'argent n'est plus gratuit. Et donc, il n'y a plus les acteurs, effectivement, dont tu parles, avec la hausse des taux, avec l'inflation, avec le contexte géopolitique, etc. Mais ce qui arrive à bah, ce que tu viens de dire, donc l'argent n'est plus gratuit, donc tous ces acteurs-là ne permettent plus d'investir des énormes tickets, ce qui favorise aussi des fonds d'investissement. Quand eux, ils ont des multiples derrière avec des gros fonds comme Tiger et Ouais. autres qui investissaient, ça permettait en fait de créer cette fameuse bulle qui a fini par du coup se crever. Et donc là, aujourd'hui, on est dans une logique plus rationnelle. Et donc effectivement, la croissance à tout prix, elle laissait place à la rentabilité, ce qui est une bonne chose. Comme tu le dis, il y a une logique bon, plus en fait, rationnelle sur comment on développe un business avec du chiffre d'affaires, avec des clients, avec ben, une marge et une rentabilité à terme. Et sur justement ce contexte-là, toi, tes conseils pour des entrepreneurs, c'est quoi? Parce qu'effectivement, la fame, elle a un peu du plomb dans l'aile sur uniquement lever des fonds, même si ça reste toujours et que les journalistes ou enfin, les médias, même l'écosystème, contribuent toujours un petit peu à ça parce que tu vas passer dans les journaux, que ce soit peu importe lesquels, mais parce que tu as fait ta levée de fonds, mais si tu as atteint ton chiffre d'affaires, il y a France Digital d'ailleurs avec ses critères aussi qui a poussé. Le gouvernement a revu ces critères là dont tu parlais justement pour les startups 120, je crois, ou je crois que c'est Ouais. ça. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux en dire, toi, sur justement cette évolution et le contexte actuel qui a effectivement changé par rapport à celui que tu décris? Moi, je pense qu'au fond, on doit rester dans une logique de bon sens. Une entreprise, c'est avoir des clients, avoir la responsabilité de salariés. Parce que quand on est des salariés, on a la responsabilité. On doit avoir un modèle économique à terme qui paye ses personnes, qui paye ses familles, ses fournisseurs. C'est pas juste de l'argent virtuel qu'on paye, machin, ça se pète la gueule, on s'en fout. Non, 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 c'est quand même des responsabilités qu'on a. Et je pense que tout ça, c'est du bon sens. On recrute quand on a besoin. Alors, je veux dire, il ne faut pas non plus être trop timoré, comme peut-être nous, on a été sur Showroom. Effectivement, qu'il faut savoir investir, perdre de l'argent pendant un temps pour se lancer. Maintenant, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Le marketing coûte plus cher, les technos sont plus balèzes, il faut des experts. Donc ça, c'est logique. Mais ce qu'il faut quand même, c'est toujours avoir ça en tête et se dire que le modèle économique doit être sain. Donc être sain, ça veut dire... moi, j'ai encore vu des sites de e-commerce qui faisaient vachement de croissance en finançant à fond les frais de port. Génial. Mais à un moment donné, c'est encore une fois structurellement, ça perdait de l'argent. Parce qu'il n'y avait pas assez de marge brute sur le produit Ouais. pour financer le prêt de port. Je dis, mais ça sert à quoi? Est-ce qu'il ne faut pas mieux avoir moins de chiffres, mais du bon chiffre, avec du frais de port, avec de la bonne marge?
que finalement, le chiffre que tu as, qui est peut-être 40% au-dessus, mais qui est dégueulasse. Donc, dégage ton mauvais chiffre d'affaires. Et ça, c'est pour moi du bon sens. On peut avoir des actions, des fois, une opération de frais de port, parce que on va créer un buzz ou un machin, ou il y a un truc à vendre, ou on doit déstocker les conneries. Mais ça ne doit pas être structurellement dans notre modèle économique. Pourquoi? Parce que structurellement, ça ne fonctionne pas, si je donne cet exemple. Et je pense que c'est ça du bon sens. Le modèle économique doit à un moment donné être rentable. C'est ça une entreprise, c'est pas, sinon c'est de la philanthropie et c'est une association, mais c'est pas les mêmes enjeux. Bah, d'ailleurs, c'est une très bonne transition et après on passera à la partie questions-réponses avec les participants. Tu as créé Made for All, donc tu as aussi une fondation, tu as ton Family Office où tu investis principalement dans des projets d'impact. Ton regard justement d'investisseur sur ces projets-là, donc tu l'as dit sur la partie intelligence artificielle, effectivement, il y a une tendance et ce qui amène à, pareil, de la spéculation sur des survalorisations. Bon, il y en a certains qui vont réussir, mais bref, si on reprend sur la partie impact, il y a aussi hein, euh, beaucoup d'acteurs. Il y a un boom, si on peut dire, si on peut lire, en tout cas sur l'impact. Quel regard tu peux nous donner, toi, sur Ouais. justement, en tant qu'investisseur dans l'impact, et aussi, si tu veux dire deux mots sur ta fondation. Ouais, tout à fait. Alors moi déjà, je suis parti il y a 2 ans de showroom parce qu'opérationnellement, il était temps que je lâche la main dans le sens Ouais, où c'est une grosse boîte qui était maintenant plutôt une start-up, c'est une société industrielle installée bien avec sûr. une marque connue, avec les 400 personnes, 20 millions de commandes, donc des flux énormes. Et ça m'intéressait plus et j'y trouvais plus du plaisir. Et je me dis, mais finalement, si je trouve plus du plaisir et que je suis plus au taquet au quotidien, ça sert à rien que je reste parce que ça peut être même nocif pour la boîte. Et moi, en parallèle de showroom, j'investissais dans des startups et je faisais un petit peu de philanthropie et j'ai toujours aimé des sujets un peu qui visent à changer le monde modestement, hein, mais en tout cas, ça va être sur des enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux notamment. Et du coup, au fil de l'eau, quand j'ai sorti showroom, je me dis, je vais structurer tout ça et lui donner un peu plus de contenu et de moyens. Donc, j'ai créé effectivement un objet qui s'appelle Make for All, qui est makeforall.com, qui est une structure d'investissement où on investit sur des sociétés plutôt impact. Alors, les thèmes, c'est consommation, production responsable, transition écologique. Mais transition écologique toujours avec un sous-jacent technologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder par exemple des plateformes de compensation carbone ou des plateformes de mesure, il faut qu'il y ait un sous-jacent fort. Donc on va regarder par exemple des mécaniques de décarbonation de bâtiments avec plusieurs années de recherche derrière. On fait aussi éducation, santé, loisirs pour tous et agriculture durable. Donc, pourquoi ces sujets? C'est des sujets qui m'intéressent intellectuellement. Je trouve que c'est des sujets qui font avancer le monde. Maintenant, je ne suis pas un ayatollah non plus. Il m'arrive aussi parfois d'investir encore dans une boîte retail parce que ça me fait marrer le B2C et le marketing. Et voilà. Ouais, c'est Et à côté, j'ai une structure philanthropique qui s'appelle madeforall.org, qui est un fonds de dotation, où là, je finance exclusivement des associations qui visent à travailler l'inclusion, qu'elles soient personnes en handicap, grande seniorité, personnes décrochées, territorialement ou socialement. Voilà. Et donc là, on essaie de financer une dizaine d'assos par an pour les aider à se structurer, parce que finalement, on s'est rendu compte que tout ce monde associatif, qui porte aussi des enjeux absolument colossaux pour l'humanité, avait les mêmes besoins que des entrepreneurs. Comment je scale, comment je recrute, comment je market mon truc, comment je me finance, mais était souvent laissé de côté, avait du mal à se financer. Et pourtant, je vous donne un exemple, Solinum, par exemple, qui est une app qui permet à des sans-abri de trouver où manger ce soir, où se loger, etc. On se dit, ça va être un truc de niche, non? C'est 7 à 800 000 personnes par mois qui vont sur l'app. Et la nana qui gère ça, qui est une fille absolument remarquable, elle a les mêmes besoins. Comment je recrute, j'ai besoin de ça, comment je fais, comment je me finance. Or, son modèle est par essence difficilement finançable. On peut demander au SDF de payer l'app. Donc, et en même temps, elle change la vie de 700 000 personnes par mois, ce qui est juste colossal. Et moi, ça m'a donné, d'ailleurs, le plus j'avance dans le temps, le plus je suis assez fasciné par ces personnes assez emballées par leur sujet, motivées par ça de façon complètement gratuite, hein. C'est souvent des gens qui se ouais, payent mal, qu'on n'ont rien à foutre. Alors qu'ils peuvent être parfois un peu, encore une fois, ayatollah, dans le sens, il faut leur dire aussi que des fois, il faut peut-être trouver des modèles économiques un peu quand même pour eux, pour la pérennité de leur truc. Mais c'est des gens absolument géniaux. Et je trouve maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes aussi dans le monde associatif. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu toucher le monde de la philanthropie, enfin, le monde des assos sur l'inclusion et sur cet aspect-là, quoi. Est-ce que tu vois des rapprochements qui pourraient aussi s'opérer entre ces Ouais, deux mondes? Il y avait notamment c'était l'ESS entre ESS et ZUS et la suite qui avait ouais, essayé aussi d'englober un petit peu ça sur l'aspect social et solidaire. Et bon, toi, du coup, qu'est-ce ouais, que tu... on peut le voir. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que Ouais, malheureusement, souvent,
les financiers, même s'ils veulent faire de l'impact, mais malheureusement font de l'impact parce qu'ils doivent faire de l'impact, parce qu'une partie de leur financement est fléché impact, mais souvent, on n'a rien à foutre. C'est pour cocher la case et ils sont Mm. plus intéressés par le rendement. Et il est clair et évident que les structures de SAS ou de financement de foncière solidaire, ce genre de choses, bah, par essence, les rendements ne sont pas les mêmes. Donc voilà, donc, c'est toujours très compliqué de faire merger les deux mondes quand même, honnêtement. Ouais, mais c'est bien de se le dire. En tout cas, ça participe, comme tu l'as dit, à des enjeux qui sont fondamentaux. Et si on revient sur la partie Medfor, peut-être une dernière question sur toi, tu investis donc dans les projets qui sont en seed, en série A, c'est en fonction des domaines là, et verticales dont tu nous as parlé. Euh, si on revient à quelque chose de manière très très pragmatique, peut-être pour notre audience, quand tu reçois un deck ou un email, qu'est-ce qui te fait dire, bon, via aussi Pierre, qui est ton Ouais. analyste chez Medforall et qu'on salue d'ailleurs et qu'on remercie pour l'organisation, mais qu'est-ce qui te plaît, toi, quand on te contacte, si on t'envoie un deck, à la fois Mhm. dans le mail et à la fois ensuite sur la présentation du deck, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, et bien sûr, il y a l'idée, hein. Enfin, tout de suite, en une phrase, c'est quoi l'idée? Et derrière, ce qu'on s'en fait comme idée aussi. Donc, il faut que ce soit très Mhm. vite. Il y a très vite l'équipe, mais ça, c'est pas étonnant, hein, mais c'est toujours évident. Moi, j'aime vraiment beaucoup quand il y a une tech ou un truc un peu solide derrière. Ça, c'est vrai que j'aime bien moi, quand il y a un tech fondateur. Voilà, alors C'est la ça, déformation c'est ingénieur, tech et tout, peut-être. mais peut-être, mais je trouve que je trouve souvent, j'ai observé souvent en fait dans les échecs que j'ai eus d'investissement, souvent je me suis aperçu que c'était des personnes similaires, par exemple, des personnes qui ont fait une école de commerce, qui ont la tête très bien faite pour analyser leur marché, marketer, vendre, et il en faut, mais qui du coup ont du mal à exécuter, doivent passer par une agence pour développer leur truc, leur machin, et à la fin, c'est très complexe. Et je trouve toujours que c'est plus simple d'amener un ingénieur vers le marketing et le commerce plutôt que le contraire. Quelqu'un qui a fait du commerce et du marketing, l'amener au codage, à la base de données, aux architectures, c'est quand même plus compliqué. Et du coup, je me dis, bah, quand il y a les deux, c'est génial. Et quand il y a surtout un, ça peut être un commercial, un marketeur et un tech, c'est par exemple l'organisation d'un back market dans lequel j'ai eu la chance d'investir le premier jour, bah, c'est vraiment le trio parfait. Voilà. Et alors, c'est pas juste avoir un tech, hein. C'est avoir un tech suffisamment incentivé. Avoir un tech à 5% du capital, bref, c'est presque Évidemment. logique. Mais c'est un tech au moins à 20 ou 25% de capital. Ça, c'est les sujets que je regarde. Et puis après, c'est la scalabilité. C'est que je me dis, à la fois financièrement, à la fois sur l'impact que je regarde. Je me dis, si finalement, c'est pas scalable parce que le marché il est petit, ou parce que pour grandir, ça va être compliqué, il faudra plus de trucs, de machin. Donc, c'est des choses que je regarde très vite. J'essaie de me faire un avis. Bah, du coup, j'aurai à la fois pas de retour économique et en même temps, ça ne fera pas d'impact. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est très bien, mais toucher 120 personnes, moyen. Par contre, en toucher peut-être 10 000 ou 100 000, c'est quand même un minimum. Donc ça, c'est des choses que j'essaie de regarder très vite et que Pierre regarde aussi très vite, puisque c'est lui qui file plutôt les dossiers en amont. Et du coup, on va se dire ensuite, bah voilà, ça c'est bon, l'équipe est OK, l'idée on la comprend bien, ou on la comprend pas, mais on sent qu'il y a un truc, Mm. machin. Et le marché, ouais, ça a l'air gros et ça fait de l'impact. En gros, c'est ça. Mais c'est mes critères. Et après, par contre, en phase d'analyse de rendez-vous et du deal, là, c'est différent. On va creuser plus le produit, la visibilité des fondateurs sur leurs produits, ça souvent, parce que souvent, je vois des projets jeunes, mais c'est quoi l'idée qu'ils ont de leur roadmap à 2 ans, à 3 ans? C'est quoi, dans un monde parfait, ce qu'ils rêvent de voir comme produit? C'est quoi la probabilité d'y arriver? Et puis après, moi, je fais un truc que j'aime bien faire, que peu de gens font en seed, c'est je prends leur business plan et je les, comment dirais-je, je fais Tu les un peu questionnes des ou tu fais scénarios. des liens? Ouais, Ok. mais je les fais parler là-dessus. Je m'en fous d'Excel, mais en gros, je leur dis, bah voilà comment tu te projettes à 3 ans, tu vises quoi, c'est combien de clients, combien tu recrutes à ton avis, par quel canot, c'est quoi les coûts derrière, tu as besoin de quoi comme équipe, comment tu vas monter en charge, Et puis, ce que j'aime bien voir, moi, c'est comment l'entrepreneur réagit. À l'arrière, je m'en fous que la réponse soit pas précise, Ouais, c'est le sa raisonnement. façon de réagir. Ceux qui sont trop accrochés, attends, il faut que je regarde en Excel. Alors en mars 2026, je prévois ça. Ça, j'ai beaucoup de mal. Parce qu'en fait, c'est pas tant, on fait pas un business plan. C'est plus, pour moi, l'enjeu du business plan, il est quand même très important parce que c'est plus comment on voit le développement de sa boîte, stratégiquement, commercialement, ses réseaux de vente, ses marques, ses recrutements. Et ça, c'est fondamental. Donc, je préfère que les gens qui l'incarnent, même si c'est pas précis, que des gens qui vont être précis à l'euro près, mais à 3 ans, ça veut rien dire. Voilà. Merci beaucoup, Thierry, Voilà. pour tous ces conseils, tous ces éléments. On va passer rapidement aux questions-réponses. Il y en a une première qui est de Dimitri, qu'on remercie d'ailleurs pour la question. C'est
Thierry, que pensez-vous de la reprise d'entreprise? Pensez-vous qu'un jeune Ah, entrepreneur devrait créer sa société ou en reprendre une s'il a l'occasion? bah, c'est génial la reprise. C'est génial. Après, honnêtement, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a donné envie. D'ailleurs, j'ai repris avec une amie, mais je suis pas opérationnel, les images d'Épinal. Donc qui est une vieille industrie qui était un peu morte, mais avec un passé Bien et sûr. un patrimoine des dense, donc on essaie de le rendre moderne, machin, etc. Bref, mais du coup, c'est hyper intéressant. Et je pense il y a quand même je pense qu'il y a des opportunités et des sujets qui existent. Après, c'est comment on reprend. Est-ce qu'on reprend à la barre? Et pour reprendre à la barre, il faut quand même avoir un peu de connaissance de comment il faut faire le dossier, c'est quoi le plan, etc. Et puis ensuite, comment on travaille pour remettre en place. Ou alors, est-ce qu'on reprend en rachetant? Et si on rachète, à qui, à quoi, comment, avec un fonds ou pas? Donc, mais je trouve ça assez fascinant. Je pense qu'il y a, en plus, dans l'univers de la tech, à mon avis, il y aura des choses à reprendre. Maintenant, bon, il faut voir ce qu'on prend aussi. Si on reprend un truc qui est déjà fatigué, avec des équipes fatiguées, un truc qui va plus, une marque qui est périmée, voilà. Mais une belle endormie, une marque qui revit, ça peut le faire. Enfin, mais en tout cas, je pense que c'est un truc à regarder. Honnêtement, je ne sais pas exactement où il faut regarder, comment on structure. C'est des milieux un peu particuliers. Il y a des gens qui sont spécialisés sur ça. Et voilà, il y a des secteurs dans lesquels aussi c'est plus la norme. Dans notre univers digital, etc., je ne sais pas, je pense qu'il y a des choses, je ne sais pas comment y avoir accès. C'est vrai qu'on a moins connaissance. Il y a eu en tout cas, de reprises qui a ensuite bien marché, bien fonctionné, mais ça doit exister évidemment. On a vu tous l'expérience où il y a la série sur tapis sur Netflix, mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Euh, Et effectivement, dans la tech, il y a une initiative qui avait été lancée sur une sorte de marketplace de reprise d'entreprise. Je ne sais pas tellement ce que ça a donné, mais en tout cas, on a vu ce type Ouais. d'initiative. Effectivement, assez particulier, mais bon, ça se fait. Il y a une autre question qui est posée, donc c'est Isabelle. Merci Isabelle. Je suis chercheuse CNRS et j'envisage de créer une startup pour développer un médicament pour le traitement du cancer. J'ai besoin d'un fonds d'amorçage. Le projet, c'est ILAB, BPI France. Voici mon adresse. Ah, donc, du coup, c'est la publicité. Bon, Thierry, est-ce que tu veux Non, me non, mais contacter? Mais c'est c'est pas, intéressant comme oui, c'est projet. pas grave. Alors, Mm. peut-être donnera mon mail éventuellement si les gens Bien sûr, avec plaisir. contacter. Parce que là, je sais pas, voilà, mais ce qui est très intéressant, ce que je vois beaucoup actuellement, notamment dans l'univers de la décarbonation, de la transition écologique, il y a énormément de projets qui naissent de la recherche parce que ça a nécessité des années d'études sur les technos, qui sont souvent des projets de recherche, et qui arrivent à passer dans le monde privé. Je vous donne un exemple, c'est Accenta.ai, une boîte dans laquelle j'ai la chance d'être actionnaire. Au début, c'est 5 ou 6 chercheurs de l'X qui ont créé justement une technologie de décarbonation brevetée. Et j'ai un ami entrepreneur qui lui voulait créer une boîte, pareil, pas trop d'idées. Sa femme dirigeait les labos d'X, il dit, tu devrais aller voir ces chercheurs. Ils ont fait un truc absolument remarquable, mais ils ne savent pas trop quoi en faire, etc. Il a été les voir. Il s'est dit, ah ouais, mais là, on touche un truc absolument génial, mais il faut rendre le truc industriel, possible, marketable, vendable. Il s'est associé avec eux, il leur a donné 49%, et lui, il a amené le financement, 51% et tout. Et c'est devenu Accenta, qui est maintenant une boîte qui fait 200 millions de valo, qui vient de faire une opération là de 100 millions d'equity et qui est en train de cartonner parce que à la base, ce qui a été fait est juste absolument monstrueux, issu du monde de la recherche avec une barrière d'entrée qui est colossale. Voilà. Et je trouve que pendant très longtemps, il y avait vraiment une séparation entre le monde de la recherche et Accent à Paris. Voilà. Entre le monde de la recherche et le monde des entrepreneurs. Je trouve que, je ne sais pas si c'est un biais que j'ai en regardant l'impact, il y a beaucoup de croisements maintenant et je trouve ça super intéressant, en Mais tout ça, cas. c'est d'ailleurs aussi une des comparaisons qu'on peut faire avec la naissance de la tech et des États-Unis, avec Bien sûr, les universités, où c'est venu effectivement exactement. de la Silicon Valley, de tout ce croisement où en France, on a cette chance d'avoir un écosystème d'écoles universitaires avec des talents qui bon, s'expatrient également aussi, mais on a tous ces talents-là et effectivement, ça manque un petit peu potentiellement de lien entre les deux, mais si tu vois des initiatives comme tu viens de nous le Ouais. décrire avec Accenta, c'est super. Il y a une dernière question peut-être qu'on peut prendre, c'est Dimitri qui nous la repose, enfin, qui nous en repose une, c'est si voilà, vous aviez 30 ans, quel secteur regarderiez-vous pour entreprendre aujourd'hui? Waouh, c'est dur, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein. Bah, je regarderai quand même, là, je regarderai,
ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, parce qu'il y a tout, mais il y a quand même des choses assez structurantes. Deux, je regarderai beaucoup la santé. D'ailleurs, moi, nous, on le regarde beaucoup. Pourquoi? Parce que la santé vit quand même une révolution extrêmement forte des usages, à la fois côté patient, à la fois côté praticien. Et que pendant très longtemps, la santé était travaillée en silo. Et là, l'arrivée de la donnée dans la santé permet, et de l'intelligence artificielle permet de prédire des maladies, de prédire des traitements, d'optimiser le temps, enfin, de faire des choses absolument dingues. Après, évidemment, il faut des compétences très fortes, mais encore une fois, on peut s'associer avec des gens qui sont sur ces segments-là. Moi, perso, ces deux segments, et puis la santé, c'est universel, c'est mondial. Alors, c'est pas vendu de la même façon dans tous les pays. Il y a des sécu, il n'y a pas de sécu. Ça, c'est différent, mais par contre, c'est un truc qui touche le monde. Et puis, en soi, bah, c'est juste fabuleux. C'est hyper impactant pour le coup. Et troisième secteur dans lequel, à mon avis, il y a un truc à faire, je regarderai beaucoup l'agriculture et puis tout ce qui est décarbonation, tout, parce que pour moi, c'est le sens de l'histoire et qu'on n'arrivera pas à réduire notre empreinte carbone juste alors, c'est très bien, nous tous, de faire attention, mais à la fin, moi, je suis convaincu que c'est la technologie qui permet de décarboner, qui permet de faire du ciment propre, qui permet de faire plein de choses qui arrivera à faire qu'on finalement s'en sorte, quoi, écologiquement parlant. Voilà ce sur quoi je regarderai. Super, merci beaucoup. Allez, une dernière question si tu veux Allez, bien. ouais, vas-y. C'est Clémentine qui demande des conseils pour choisir entre lancer un projet à impact sous forme associative ou sous forme sociétaire. Bah, on peut ne pas choisir au départ, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une société sous forme, enfin quelque chose sous forme d'association, voir que quelque part il y a peut-être un modèle en société, basculer en société. Donc, et puis après, pour moi, l'association, elle est assez essentielle quand quelque part le modèle économique est complexe. Quand je parlais par exemple de Solinum, mais je peux parler de Paul Claver, qui est une école pour réintégrer des réfugiés politiques. Je peux parler des Affûtés, qui est une école qui va former des handicapés moteurs aux gestes et de la cuisine pour les réinsérer dans des cuisines en fait, auprès de gens qui n'ont pas de difficultés. C'est très difficilement finançable. Donc, c'est très difficilement finançable. Donc, souvent, c'est des modèles associatifs. La question ne se pose pas. Quand la question se pose, je prends un autre exemple dans lequel moi j'ai financé qui s'appelle Mobi Travel. C'est le Airbnb du handicap. Donc, en gros, vous avez un handicap et bah, vous voulez partir au bout du monde, c'est compliqué. Et donc là, on va vous trouver la bonne chambre, le PMR, l'hôpital qui est pas loin pour faire votre dialyse ou je ne sais quoi. C'est une boîte qui fait plusieurs millions, hein, c'est assez improbable. C'est 10 mecs qui sont à Lyon, qui fait quand même de l'impact. Si vous voyez, j'ai plus de 10 000 personnes handicapées. Bah là, il y a un modèle économique parce que c'est des gens qui vont voyager. Donc, il y a des modèles. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est un peu en fonction de l'économie du sous-jacent, quoi. J'ai envie de dire. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces Voilà. réponses, tous ces conseils. Merci pour ton temps, Thierry. Merci à C'était tous. Je ne vois pas, mais merci à toutes et à tous. exactement. Merci à tous les participants. C'était riche de ton expérience, de tes conseils. On te remercie, on te passe une très bonne soirée. On te souhaite plein de bonnes choses avec Medforall, la fondation, les investissements et la suite. Merci à vous, merci à tout le monde. Passez une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.